On dirait bien que le marché boursier a décidé de jouer aux montagnes russes ces derniers temps et pas des plus douces. Le S&P 500 en chute de 5%, le Nasdaq qui pique du nez avec 8% de baisse, sans parler de géants comme Nvidia et Amazon, qui perdent respectivement 30% et 16%. Ça donne le vertige, n'est-ce pas? Même Tesla, notre chouchou de l'innovation, n'est pas épargné avec une chute de 40% depuis décembre. Alors on fait quoi? On panique. On vend tout. Pas si vite. Pas si vite. En effet, la situation peut paraître inquiétante, mais avant de céder à la panique, il faut analyser les éléments en jeu. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, dans notre vidéo « Alerte aux investisseurs ». Attention, on avait évoqué la possibilité d'une correction du marché. On avait même parlé de titres comme Palantir, qui pourraient perdre jusqu'à 50% de leur valeur. C'est vrai. On avait conseillé à l'époque de réduire la voilure de 10%, 20%, voire 30% pour les plus prudents. Mais au final, est-ce que cette tempête était vraiment prévisible? Absolument. Plusieurs signaux pointaient déjà dans cette direction. Un des facteurs clés, ce sont les nouvelles taxes douanières imposées à la Chine, au Mexique et au Canada. Elles créent un climat d'incertitude que les investisseurs, vous le savez, détestent. C'est un peu comme un jeu de poker où les règles changent en permanence. On ne sait plus sur quel pied danser. Exactement. Et ce sentiment d'incertitude est amplifié par la situation économique mondiale. Souvenez-vous de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine en 2018. Le marché avait alors plongé de 20%. 20%. C'est énorme. Est-ce qu'on risque de revivre le même scénario, voire pire? Difficile à dire avec certitude, mais c'est une possibilité à envisager. La situation actuelle est encore plus complexe avec la menace d'inflation et des taux d'intérêt qui mettent la Fed dans une position délicate. On parle même de stagflation, un scénario qu'on ne souhaite à personne. La stagflation, c'est ce fameux cocktail explosif de croissance faible et d'inflation élevée. C'est bien ça. On en parle beaucoup en ce moment, mais concrètement, qu'est-ce que ça implique pour nos investisseurs? En termes simples, la stagflation signifie que les prix augmentent alors que l'économie stagne, ce qui réduit le pouvoir d'achat et rend les investissements plus risqués. Pas très réjouissant tout ça. Et on voit aussi que les investisseurs se retirent des valeurs technologiques et de croissance, ces secteurs qui étaient pourtant si populaires ces dernières années. Effectivement, on observe un changement de cap. Les investisseurs, souvent attirés par les promesses de croissance rapide du secteur technologique, se montrent plus prudents face à l'incertitude actuelle. Ils cherchent des placements plus sûrs, ce qui entraîne une baisse des valeurs technologiques. C'est un peu comme un changement de saison en bourse. Après l'euphorie du printemps, l'automne s'installe avec son lot de prudence et de feuilles mortes qui tombent. Une image poétique mais assez juste. Et n'oublions pas que nous sommes en plein dans une période saisonnière généralement moins favorable au marché. Historiquement, les mois de février et mars sont souvent plus creux pour les actions. Ajoutez à cela une révision à la baisse des prévisions de croissance du PIB pour le premier trimestre, passant de 2,3% à moins 2,8%. Et on comprend mieux pourquoi le marché est fébrile. Exactement. Le marché digère ces nouvelles peu réjouissantes et cela se traduit par une certaine volatilité. Mais attention, il ne faut pas oublier que ces chiffres peuvent être trompeurs. Par exemple, les guerres commerciales ont des effets paradoxaux. C'est-à-dire, Prenons l'exemple des importations massives avant l'entrée en vigueur des taxes douanières. Cela crée un excédent de stock qui peut donner l'illusion d'une économie en berne avec une baisse artificielle du PIB. donc il ne faut pas paniquer dès qu'on voit le PIB baisser. Exactement. Il faut analyser les causes de cette baisse et regarder au-delà des chiffres bruts. Et Donald Trump dans tout ça, quel rôle joue-t-il? On entend beaucoup parler de ses intentions et de son influence sur les marchés. Il est indéniable que les décisions politiques ont un impact sur les marchés financiers. Certains analystes pensent que les taxes douanières sont un outil de pression sur la Fed pour la forcer à baisser les taux d'intérêt. D'autres estiment que ces actions ne sont qu'aggraver l'inflation. Un véritable jeu d'échecs politiques dont les conséquences se répercutent sur les marchés. Face à cette situation complexe, comment naviguer dans cette mer agitée? Faut-il se réfugier dans un bunker financier en attendant que la tempête passe? Non, je ne pense pas. Plutôt que de céder à la panique, il faut voir cette situation comme une opportunité. Attends, tu veux dire que cette chute des marchés pourrait être une bonne nouvelle pour les investisseurs? Absolument. Si vous avez bien choisi vos entreprises, la douleur à court terme peut se transformer en gain à long terme. Imaginez que vous trouviez une action d'une entreprise solide à un prix réduit de 30% à cause de la crise actuelle. Ah, comme une sorte de solde exceptionnel. On achète à prix cassé en attendant que la valeur remonte. Exactement. Mais attention, il ne s'agit pas de se jeter sur n'importe quelle action bradée. Bien sûr, il faut savoir choisir les bonnes entreprises, celles qui ont le potentiel de rebondir une fois la tempête passée. Mais comment les identifier? Quels sont les critères à prendre en compte? Il y a plusieurs indicateurs clés qui permettent d'évaluer la solidité d'une entreprise et son potentiel à long terme. Par exemple, la croissance des revenus est un élément crucial.
Est-ce que l'entreprise génère des revenus en constante augmentation? Oui, ça paraît logique. Une entreprise qui grandit, c'est une entreprise qui a de l'avenir. Quels sont les autres critères importants? La structure financière est également un élément clé. L'entreprise a-t-elle un bon équilibre entre sa dette et sa trésorerie? C'est un peu comme vérifier les fondations d'une maison avant de l'acheter. On veut s'assurer qu'elle est solide et qu'elle ne va pas s'effondrer au moindre coup de vent. Tout à fait. Il faut également s'intéresser à la capacité de l'entreprise à générer de l'argent, ce qu'on appelle le flux de trésorerie libre. C'est-à-dire, Est-ce que l'entreprise génère suffisamment de liquidités pour financer ses opérations, investir dans sa croissance et éventuellement verser des dividendes à ses actionnaires? C'est un indicateur crucial de sa santé financière. Donc croissance des revenus, structure financière solide et flux de trésorerie libre élevé, ce sont les 3 piliers d'une entreprise qui a du potentiel. Ce sont des éléments fondamentaux, oui, mais il ne faut pas oublier d'autres aspects importants comme la position concurrentielle de l'entreprise. Est-ce qu'elle est leader sur son marché? Est-ce qu'elle a un avantage concurrentiel durable? Est-ce qu'elle est capable d'innover et de s'adapter aux changements? Un peu comme un boxeur sur un ring, il faut qu'elle soit forte, agile et qu'elle ait une bonne stratégie. Et qu'en est-il de sa rentabilité? La rentabilité est évidemment un critère essentiel. On regarde les marges bénéficiaires, c'est-à-dire la différence entre les revenus et les coûts. Plus les marges sont élevées, plus l'entreprise est rentable. Et enfin, dernier critère, mais pas des moindres, la qualité du management, non. Absolument. L'équipe dirigeante joue un rôle crucial dans le succès d'une entreprise. On veut s'assurer que la direction est compétente, expérimentée et qu'elle inspire confiance. c'est comme le capitaine d'un navire. S'il n'est pas à la hauteur, le bateau risque de couler. Exactement. La qualité du leadership est un facteur déterminant pour la réussite d'une entreprise, surtout en période de crise. Bon, on a maintenant une idée plus claire des critères à prendre en compte pour choisir les bonnes entreprises pendant cette période de turbulence. Mais au-delà de ces critères, quelle est la meilleure attitude à adopter face à ces fluctuations? Faut-il paniquer et vendre toutes ses actions dès que le marché baisse? Surtout pas. La clé, c'est de garder la tête froide et de ne pas se laisser emporter par ses émotions. L'histoire nous montre que les corrections économiques aussi effrayantes, soient-elles à court terme, sont souvent suivies d'une reprise. C'est rassurant. Donc pas besoin de céder à la panique et de vendre tout son portefeuille dès que le marché tousse un peu. Non, au contraire. Les investisseurs à long terme doivent s'accrocher à leurs convictions et continuer à acheter intelligemment pendant les périodes de baisse. C'est un peu comme un marathon, il faut savoir gérer son effort et ne pas s'épuiser dès le départ. Exactement. L'investissement à long terme, c'est une course de fond, pas un sprint. Il faut savoir doser ses efforts, rester concentré sur ses objectifs et ne pas se laisser distraire par les fluctuations à court terme. D'accord, mais concrètement, comment faire pour rester calme et rationnel quand on voit son portefeuille fondre comme neige au soleil? Il faut se rappeler que les marchés financiers sont cycliques. Il y a des hauts et des bas, des périodes de croissance et des périodes de correction. C'est la nature même des marchés. Il faut accepter cette volatilité et l'intégrer dans sa stratégie d'investissement. Donc la clé, c'est d'avoir une vision à long terme et de ne pas se focaliser sur les fluctuations à court terme. Exactement. L'investissement à long terme, ce n'est pas prédire chaque mouvement du marché, mais saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent. C'est un peu comme un jeu d'échecs. Il faut anticiper les coups de son adversaire et positionner ses pièces de manière stratégique pour remporter la partie. Tout à fait. L'investissement, c'est un jeu de stratégie où il faut savoir prendre des risques calculés, analyser les informations disponibles et prendre des décisions éclairées. Justement, on va parler de ces décisions éclairées dans la deuxième partie de notre Deep Dive. On revient tout de suite après une courte pause. On poursuit notre deep dive sur ce marché boursier qui ressemble à un bateau voguant en pleine tempête. On a passé en revue les éléments qui secouent les marchés, texte douanière Fed, hésitante investisseurs qui fuient les valeurs technologiques et bien sûr la saisonnalité. Oui, le tableau n'est pas très rose, mais on a aussi vu qu'il y avait des opportunités à saisir pour ceux qui gardent la tête froide. On a parlé de ces entreprises solides, disponibles à des prix intéressants justement grâce à cette baisse. Exactement. C'est le moment de jouer les détectives de la finance, de chercher ces perles rares qui se cachent parmi les débris. Mais attention, on ne se précipite pas tête baissée. Bien sûr, on garde notre cale et on applique les critères qu'on a vus précédemment pour identifier ces entreprises solides. On analyse leur croissance des revenus, leur structure financière, leur flux de trésorerie. Tout à fait. Prenons l'exemple de la croissance des revenus. Une entreprise qui affiche une croissance régulière de son chiffre d'affaires, même dans un contexte économique difficile, c'est un signe encourageant. Cela montre qu'elle sait s'adapter et générer de la valeur malgré les obstacles. D'accord.
Mais une croissance des revenus ne fait pas tout. On a aussi parlé de la structure financière, si je me souviens bien. Absolument. Il faut vérifier si l'entreprise a un niveau d'endettement raisonnable et si elle dispose de suffisamment de liquidités pour honorer ses obligations financières. C'est un peu comme vérifier les fondations d'une maison avant d'acheter. On veut s'assurer qu'elle est solide, qu'elle ne va pas s'écrouler au moindre coup de vent. On ne veut pas se retrouver avec une ruine sur les bras. Et le flux de trésorerie libre dont on a parlé, c'est aussi un élément important à prendre en compte. Oui, absolument. Le flux de trésorerie libre, c'est l'argent que l'entreprise génère après avoir payé ses dépenses d'exploitation et ses investissements. C'est un peu comme le salaire net d'une personne, l'argent qu'elle peut utiliser pour rembourser ses dettes, épargner, investir ou se faire plaisir. Donc pour résumer, une entreprise avec une croissance, des revenus réguliers, une structure financière solide et un flux de trésorerie libre élevé, c'est déjà une bonne base pour commencer nos recherches. Ce sont des éléments essentiels, oui, mais il ne faut pas négliger d'autres aspects importants comme la position concurrentielle de l'entreprise. Est-elle leader sur son marché? A-t-elle un avantage concurrentiel durable? Est-elle capable d'innover et de s'adapter aux changements du marché? C'est vrai. Il ne suffit pas d'être solide, il faut aussi savoir se démarquer et s'adapter. On en revient à notre image du boxeur, force, agilité et stratégie sont indispensables pour gagner le combat. Et la rentabilité, on en parle. Bien sûr. La rentabilité, c'est la capacité de l'entreprise à générer des profits. On regarde les marges bénéficiaires, c'est-à-dire la différence entre les revenus et les coûts. Plus les marges sont élevées, plus l'entreprise est rentable. On veut des entreprises qui gagnent de l'argent, c'est la base. Et pour finir, on ne peut pas oublier l'équipe qui dirige tout ça. Exactement. La qualité du management est un critère crucial. On veut s'assurer que la direction est compétente, expérimentée, visionnaire et qu'elle a les intérêts des actionnaires à cœur. C'est le chef d'orchestre qui donne le tempo. S'il est talentueux et qu'il a une vision claire, l'orchestre peut créer une symphonie magnifique. Une belle image. L'analyse financière peut sembler complexe, mais avec de la pratique et les bons outils, c'est accessible à tous. D'accord. Donc on a nos critères pour identifier les entreprises solides, mais face à ces fluctuations des marchés, comment garder la tête froide et ne pas paniquer? La clé, c'est de se rappeler que les marchés financiers sont cycliques. Il y a des hauts et des bas, des périodes de croissance et des périodes de correction. C'est la nature même des marchés. Il faut accepter cette volatilité et l'intégrer dans sa stratégie d'investissement. On ne peut pas contrôler la météo en bourse. Parfois, il y a du soleil, parfois des orages. L'important, c'est d'avoir le bon équipement pour affronter les éléments. Exactement. Et l'équipement du bon investisseur, c'est une vision à long terme. L'investissement à long terme, ce n'est pas prédire chaque mouvement du marché, mais saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent. C'est comme un jardinier qui plante un arbre. Il sait qu'il ne verra pas les fruits de son travail tout de suite. Il faut être patient et laisser le temps à l'arbre de grandir et de porter ses fruits. Une très belle image. Et pour ceux qui se sentent un peu perdus dans ce monde de la finance, il existe de nombreuses ressources pour les guider. Madly pour eux, site web, podcasts, formations. Et bien sûr, il y a l'académie pour ceux qui veulent vraiment approfondir leurs connaissances et devenir des experts en investissement. Mais avant de parler plus en détail de l'académie, on va faire une petite pause et on revient pour la dernière partie de notre deep dive. On est de retour pour la dernière ligne droite de notre deep dive. Bon, on a vu que le marché fait un peu la tête en ce moment. On a décortiqué les raisons de cette petite crise et on a appris à repérer les entreprises solides. Mais maintenant, la question, à 1 million d'euros, comment on transforme ce passage à vide en opportunité? C'est là qu'on sort notre loupe et qu'on devient des chasseurs de bonnes affaires. Imaginez des entreprises de qualité avec des fondamentaux solides disponibles à prix cassé. Un peu comme si votre magasin préféré faisait des soldes exceptionnels avec des réductions incroyables sur tous ses produits. Ah oui, la fameuse métaphore des soldes. Ouais. C'est vrai qui n'aime pas faire une bonne affaire. Bon, mais concrètement, on fait comment? On prend notre liste d'entreprises préférées, on regarde leur cours actuel et on fonce tête baissée. Non, pas tout à fait. Il faut rester prudent, on garde la tête froide et on applique nos critères magiques. On analyse la croissance des revenus, la structure financière, le flux de trésorerie, la position sur le marché, la rentabilité et bien sûr l'équipe qui dirige tout ça. Donc, on ne se laisse pas tenter par les prix bas et on garde notre casquette d'analyste financier. Ok, compris. Et dis-moi, une fois qu'on a trouvé les entreprises qui nous intéressent, quelle est la meilleure façon d'investir? On met tout sur le même cheval ou on y va progressivement? Alors, il n'y a pas de solution miracle. Ça dépend vraiment de votre profil investisseur, de votre tolérance au risque et de vos objectifs à long terme. Mais il y a une stratégie qui a fait ses preuves, la diversification. Plutôt que de miser sur une seule entreprise, on répartit son argent sur plusieurs entreprises, plusieurs secteurs d'activité et pourquoi pas plusieurs pays. Ah oui, la fameuse diversification. De ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, comme on dit.
Et pour ceux qui ne se sentent pas encore très à l'aise pour gérer leur portefeuille tout seul, il y a toujours la possibilité de demander l'aide à un professionnel, non? Exactement. Un conseiller financier peut vous aider à définir vos objectifs, à construire une stratégie d'investissement sur mesure et à choisir les placements les plus adaptés à votre situation. C'est un peu comme avoir un coach sportif qui vous guide et vous encourage à atteindre vos objectifs. Et puis, pour ceux qui veulent se former et prendre leurs propres décisions d'investissement, il y a l'académie. Tout à fait. L'Académie, c'est une formation complète et accessible à tous ceux qui veulent apprendre à investir de manière intelligente et sereine. On y aborde tous les aspects de l'investissement, de l'analyse financière à la gestion des risques, en passant par la psychologie des marchés. Super. On mettra toutes les infos sur l'académie dans les notes de l'épisode. Et pour conclure ce deep dive, quel message important tu voudrais transmettre à nos auditeurs? Cette crise est un défi, c'est clair. Mais c'est aussi une opportunité. Une opportunité de revoir sa stratégie d'investissement, de se former, de se remettre en question et de profiter des bonnes affaires qui se présentent. N'oubliez jamais que l'investissement, c'est un marathon, pas un sprint. Il faut être patient, discipliné et persévérant pour atteindre ses objectifs financiers. Merci beaucoup pour ces conseils précieux. Et à vous, chers auditeurs, on vous encourage à rester optimiste, à vous informer et à ne pas hésiter à poser des questions. La connaissance est votre meilleure arme face aux fluctuations des marchés. On se retrouve bientôt pour un nouveau deep dive. Et d'ici là, n'oubliez pas, restez curieux et investissez intelligemment.